Et l'invité de Charles Matin, c'est vous, Jérôme Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. le fondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Merci d'être avec nous pour évoquer cette alerte qui est donc lancée par les pédiatres. La santé de nos enfants et de nos jeunes est en danger, c'est ce qu'écrivent les pédiatres dans une lettre adressée au ministre de la Santé de plusieurs pays européens, dont la France, en raison du manque de médicaments dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, ça fait des mois qu'on parle de ce sujet de pénurie de médicaments qui revient régulièrement. Ce matin sur RMC, on a un auditeur, Christopher, qui nous appelle tout à l'heure, qui nous raconte qu'il a dû faire 90 km de route après avoir appelé plusieurs pharmacies pour trouver de l'amoxicilline, c'est-à-dire un antibiotique plutôt classique, plus que classique, pour son enfant qui était atteint d'une otite. Comment des pays européens, comment des pays riches comme la France peuvent se retrouver dans de telles situations ? Alors, nous avons confié la production, la recherche, le développement et la production de médicaments essentiels et de produits de santé à des acteurs privés dont la logique n'est pas forcément celle de la santé publique et celle de répondre aux besoins en santé de tout le monde. Par exemple, pour prendre l'exemple de l'amoxicilline, pourquoi on a une pénurie ? C'est tout simplement qu'il y a 3 ans, les producteurs ont ralenti ou arrêté leur production d'antibiotiques parce qu'il y avait des gestes barrières, des confinements qui ont permis de lutter contre le Covid en partie. Mais Et aussi donc ça qui a- date qui a de permis- l'année du Covid et ça n'est toujours pas reparti ? C'est-à-dire qu'au moment où ça repart, quand on lève les gestes barrières, quand on ralentit sur les confinements, le besoin en antibiotiques, les bactéries circulent à nouveau, le besoin en antibiotiques redémarre, mais la production ne peut pas suivre parce que redémarrer une production prend du temps. Donc si on avait des acteurs de santé publique qui anticiperaient avec une vraie planification sanitaire, on n'aurait pas ce problème-là. Là, on a des acteurs qui sont déterminés par des logiques d'offre et de la demande. On ne peut pas donc leur demander plus que ce qu'ils font actuellement. Donc la solution, ça passe vraiment par sortir les médicaments des logiques de marché. C'est ce que demandait le président de la République il y a 3 ans dans une allocation présidentielle. Nous avons fait la folie, c'était une folie de confier notre capacité à soigner à d'autres que nous. Depuis, rien n'a changé. Il avait parlé de relocaliser notamment la production de, citer le Doliprane par exemple, paracétamol, refabriquer nos médicaments en France, en Europe. Ça avance là-dessus ? Alors, on a eu des annonces, mais on a du mal à voir les effets. On a du mal à connaître quels sont les médicaments qui sont concernés et à quels besoins en santé ils vont répondre. Est-ce que c'est réellement les besoins en santé de la population ou est-ce que c'est plutôt un besoin de rayonnement de la France en matière d'innovation ? Ce que l'on sait là, c'est qu'on a besoin effectivement d'une production locale, coordonnée au niveau européen, puisque ce que confirme la lettre des pédiatres, c'est que le problème est structurel et au niveau européen. Ça invalide totalement un des arguments favoris des industriels qui dit que c'est à cause d'un prix soi-disant trop faible en France qu'il y aurait des pénuries. En Suisse, les médicaments génériques sont entre 42% et 50% plus chers que dans le reste de l'Europe. Donc jusqu'où on va devoir monter ? Donc c'est pas une question de prix de la sécurité sociale française qui payerait pas suffisamment les labos et du coup c'est pas la France qui passe derrière ses voisins puisque ses voisins sont aussi touchés. C'est ça que vous nous dites. Si c'est ça, c'est qu'on a un vrai problème. C'est que dans la mesure où l'opacité nous empêche de savoir si le prix fixé en France ou dans les autres pays est légitime et pertinent, pourquoi est-ce qu'on devrait l'augmenter tant que les industriels ne montrent pas des données absolument essentielles comme les investissements publics reçus, comme leur investissement réel. Donc cet argument-là, on voit bien qu'il ne tient pas puisqu'il y a l'exemple d'autres pays qui le montrent. La pénurie d'amoxicilline, elle a commencé aussi aux États-Unis où les médicaments sont beaucoup plus chers. Donc on voit bien que là, c'est un argument qu'il va falloir remettre dans le contexte très très clair d'une plus grande transparence sur les informations économiques dont on a besoin. Alors il y a l'amoxicilline, donc antibiotique, il y a d'autres médicaments. Quels sont les médicaments qui sont toujours aujourd'hui en pénurie ? Est-ce que vous parlez vraiment de pénurie ou est-ce que, comme le gouvernement le dit, le gouvernement a du mal à reprendre ce terme de pénurie, il dit plutôt de tension d'approvisionnement, etc. Alors, Quel est concernant le mot que vous mettez dessus, vous ? toutes les classes thérapeutiques sont touchées par des signalements sur des problèmes de disponibilité. Au niveau réglementaire, on distingue effectivement les tensions des ruptures. Le terme de pénurie est un terme du langage courant que nous, on utilise parce qu'en fait, même des tensions se traduisent très souvent par des mesures de contingentement qui vont se transformer véritablement en pénurie ensuite. Nous, ça fait des semaines, par exemple, qu'on alerte sur des pénuries de pilules abortives qui, dans certaines régions, comme en Occitanie, en Toulouse, dans le Nord, en région parisienne ou à Paris même, peuvent compromettre directement le droit à l'IVG. Effectivement, donc ça fait des semaines. En concernant les enfants, il est pas surprenant que ça touche particulièrement des formulations pour enfants, puisqu'il y a des étapes de production supplémentaires qui demandent un investissement en plus de la part d'acteurs privés et
Si là, ça ne représente plus un marché intéressant, ces investissements en plus, pour les enfants, on ne va pas les faire. Et justement, pour les enfants, les pédiatres disent que la santé de nos enfants est en danger. C'est vraiment le cas? On a du mal à soigner nos enfants aujourd'hui? Alors, si on regarde, vous avez l'exemple donc de cette personne. Si on cumule les problèmes de pénurie qu'il y a avec les autres problèmes structurels que connaissent nos sociétés, l'état des hôpitaux, les déserts médicaux, les déserts pharmaceutiques, on se retrouve avec la situation de votre éditeur qui doit faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver une pharmacie pour soigner son fils avec de l'amoxicilline, qui est un des médicaments les plus courants. La lettre des pédiatres signale aussi des problèmes pour prendre en charge l'asthme. Donc, on voit bien que là où le ministre de la Santé essayait de nous rassurer en nous disant « Oh, ça sera pour l'hiver ». Alors, ça devait être en octobre, ça devait être résolu un mois après. Un mois après, fin novembre, ça devait être résolu, peut-être avant le début de l'hiver. Et puis, 2 janvier, ça sera dans quelques semaines. Donc et pour là, vous, on voit ça bien va qu'on est au durer niveau. encore. On Si va pas on en ne sortir tout de suite. Si on ne trouve pas des solutions structurelles, notamment une production publique locale de la matière première, parce que c'est très souvent la matière première qui est concernée, coordonnée au niveau européen, sortie des logiques de l'offre et de la demande, le problème continuera encore et encore. Et on comprend que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cette stratégie de refabriquer nos médicaments plus proches de nous. Non, mais ça fait 10 ans que l'on observe cette progression des pénuries. La crise du Covid, notamment le premier confinement, nous a montré à quel point on était dépendant, avec des grandes pénuries de masques, de blouses, mais aussi de médicaments essentiels à la réanimation, où on a bien vu que là, on était totalement dépendant en matière de production de la matière première, notamment envers la Chine et l'Inde. 80% de la matière première de beaucoup de nos médicaments sont produits dans ces pays. Donc, si on ne fait... C'était il y a 3 ans. Alors, effectivement, ça demande du temps, mais qu'est-ce qui a été fait depuis 3 ans? On a demandé une commission parlementaire qui s'est montée au Sénat sur cette question. On attend avec impatience ses résultats. Elle est en cours et elle va auditionner Olivier Véran précisément aujourd'hui, puisqu'elle auditionne les anciens ministres de la Santé. Le ministre de la Santé, François Braun, qui était sur RMC il y a un mois, disait qu'il va établir une liste de médicaments prioritaires, de médicaments essentiels. Qu'est-ce que ça va changer? Alors l'idée serait apparemment de croiser les listes existantes, puisqu'il y a déjà une liste, avec des facteurs de vulnérabilité en termes de production. La question, c'est plutôt pourquoi avoir attendu si longtemps? C'est-à-dire qu'il a lancé ses travaux en février. Les alertes sur l'amoxicilline a commencé en novembre. Donc pourquoi avoir encore attendu 4-5 mois, alors même que c'était il y a 3 ans que le président de la République, donc c'est une question à poser à Olivier Véran et j'espère qu'elle sera posée, pourquoi n'avoir rien fait? Pourquoi avoir refusé les alertes de la société civile? Pourquoi avoir refusé les recommandations que nous, on peut faire, notamment en matière de production publique? Et je cite l'enquête que vous avez publiée, Jérôme Martin, avec Pauline Landex, Combien coûtent nos vies? C'est un livre que vous avez publié. Merci d'être venu nous l'expliquer ce matin sur RMC. Jérôme Martin, fondateur de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Merci à vous.